Les élus de la nation s'engagent dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Pour ce faire, ils échangent avec les experts de la santé depuis ce matin sur le concept de la couverture sanitaire universelle. Nous irons sur le théâtre des opérations à Gao. Le chef de la MISMA vient d'y effectuer sa première visite. Le ministre en charge de l'action humanitaire était aussi sur place pour remettre des vivres aux populations. Quant au chef d'état-major des armées françaises, il était à Gao pour saluer les forces présentes pour le résultat satisfaisant dans la lutte contre le terrorisme. Sport football, Ligue africaine des champions. Depuis cet après-midi, le Stade malien de Bamako est le premier club malien qualifié pour les huitièmes de finale. Les Blancs de Bamako ont battu Casa Sport du Sénégal par le score de 2-0. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement du Mali porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que des affrontements ont opposé le 4 avril 2013 diverses tendances de la police nationale dans l'enceinte du groupement mobile de sécurité GMS. Ces affrontements à répétition ont perturbé la quiétude des populations. Afin de rétablir l'ordre sur instruction du Premier ministre, un détachement des forces armées et de sécurité a été dépêché sur les lieux tôt ce matin pour désarmer les fractions rivales. L'opération s'est soldée par un soldat tué, un policier blessé, 16 policiers interpellés, des armes et des munitions saisies. Une enquête est ouverte. À présent, le calme règne au groupement mobile de sécurité. Le gouvernement présente ses condoléances à la famille du disparu et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement invite les populations au calme et les rassure que la situation est totalement sous contrôle. Les parlementaires échangent depuis ce matin à l'Assemblée nationale sur le concept de la couverture sanitaire universelle. La rencontre organisée par la Commission de la santé du Parlement en collaboration avec World Vision et Save the Children souhaite attirer l'attention des élus de la nation sur les voies et moyens permettant la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Le reportage de Rachel Tessougui. Cet atelier permettra aux membres de l'Assemblée nationale de se familiariser avec le concept de la couverture sanitaire universelle. Cette couverture consiste à assurer à l'ensemble de la population l'accès aux services préventifs, curatifs, de réadaptation et de promotion de la santé dont elle a besoin. Au cours de cette journée, nous serons amenés à échanger et à discuter avec les spécialistes du secteur de la santé et de la protection sociale en vue d'améliorer les connaissances des parlementaires sur le concept de la couverture sanitaire universelle. Identifier les domaines et les actions prioritaires pour la réalisation de la couverture sanitaire universelle au Mali et de renforcer les capacités des parlementaires sur la planification et le suivi des programmes de la couverture sanitaire universelle et ses implications pour le Mali. Cette présente session a vu le jour grâce à la tenue de 2 campagnes, Tous et chacun de World Vision et la santé de l'enfant d'abord de Save the Children. Pour l'atteinte des objectifs de toutes ces campagnes et plus généralement pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, les élus de la nation que nous sommes avons un rôle déterminant à jouer. Parce qu'il n'y a pas de développement ou d'épanouissement durable sans une bonne santé. Des attestations de reconnaissance ont été attribuées à quelques personnes pour les efforts remarquables qu'elles ont consentis en faveur de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées était hier à Gao où il a procédé à la remise d'un important lot de vivres aux populations confrontées à la pénurie. En marge de cette cérémonie, le ministre a rencontré les représentants des populations qui ont réaffirmé leur attachement à la République. Envoyés spéciaux à Gao, Tchédia Kamara et Alousseni Touré. Depuis la libération, Gao vit dans une sorte d'enfermement qui le prive de denrées de première nécessité. Mieux, quand celles-ci sont disponibles, elles sont inaccessibles pour les résidents. La faute à l'absence des structures bancaires et surtout des fonctionnaires qui animent l'économie locale.
Les autorités de la région ont souhaité beaucoup d'accompagnement de la part de l'État. L'approvisionnement, aujourd'hui ça va, mais comme la population augmente au fur et à mesure qu'il y a la paix, les gens viennent. Bon, ce qu'on envoie, il ne faut pas prévoir seulement ce qui était là, il faut ajouter aussi les revenants. Donc ça fait que ce qu'on nous envoie c'est insuffisant. Les gestes de solidarité du genre doivent se situer dans leur durée, sachant qu'au cours des 12 mois d'occupation, les personnes déplacées ont perdu la quasi-totalité de leurs biens, sans aucune perspective immédiate de compensation. En guise de réponse, le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées a procédé symboliquement à la remise de près de 500 tonnes de vivres composés de riz, de sucre, de maïs, de couscous, d'huile, de thé et de sel. Nous ne pouvons pas satisfaire tous les besoins parce qu'il faut qu'on priorise. Donc nous allons continuer à faire de l'appui. Dans les jours à venir, nous allons encore envoyer un convoi sur Gao. Les autorités administratives étant de retour, donc notre principe c'est de toujours le mettre aux autorités administratives qu'elles se chargent avec les populations de voir comment chacun peut en bénéficier. L'autre chose aussi, c'est que j'essaierai d'être aussi un porte-parole, de faire plaidoyer auprès du gouvernement pour que les problèmes urgents et sensibles soient pris en charge. Le séjour du ministre s'est achevé par une visite aux enfants malnutris de l'hôpital de Gao et au poste de commandement opérationnel de l'armée dirigé par le colonel-major Didier Dako. Première visite de terrain du chef de la MISMA sur le théâtre des opérations. Pierre Bouyoya et sa délégation étaient hier à Gao pour rencontrer les troupes en fraction, notamment le service de commandement de l'opération Serval, les bataillons nigériens et sénégalais. Constat, le cap est maintenu, celui de la sécurisation des biens et des populations, mais le travail est loin d'être terminé. Le récit de nos envoyés spéciaux à Gao, Nyanya Alou Traoré et Seydou Sissoko. C'est pour constater de visu les conditions de vie et de travail des troupes de la MISMA que s'inscrit la visite de son premier responsable dans la cité des Askia. Pour nous rendre compte de la situation de sécurité et quels sont les problèmes posés, pour les encourager aussi, nous rendre compte qu'ils continuent à travailler suivant les directives, la ligne de conduite tracée par la direction de la MISMA. Premier halte, le PC opérationnel de la force Serval basée à l'aéroport de Gao. Après une entrevue à huis clos entre Pierre Bouyoya et le service de commandement de cette force, direction le quartier Boulgoudje où est installé le bataillon nigérien. Le commandant Abdraman Zataka et ses hommes ont réitéré leur engagement au chef de la MISMA de mener à bout leur mission. Le contingent sénégalais, arrivé à peine 10 jours à Gao, a aussi reçu la visite de la délégation. À tous ces hommes engagés sur le front, un seul mot d'ordre de Pierre Bouyoya. Nous sommes venus aider le Mali à résoudre les problèmes qu'il a. Pour ça, c'est essentiellement travailler avec les Maliens. Quand vous aidez quelqu'un, quand vous venez de l'étranger surtout, il faut le respecter. C'est très important. Si vous ne le respectez pas, à un moment donné, il va vous dire que même votre aide, il n'en veut pas. Donc, il faut respecter les autorités maliennes, il faut respecter les populations maliennes en particulier. Il y aura tolérance zéro contre les gens qui se comportent mal, surtout les soldats. Le représentant spécial de l'Union africaine et sa délégation ont également rencontré les autorités administratives qui sont de retour. Le gouverneur, entouré des préfets, a fait l'état des lieux de la situation tout en insistant sur l'accompagnement de la MISMA. C'est sur de bonnes notes que le chef de la MISMA a bouclé sa visite de Gao. Pierre Bouyoya espère revenir dans une ville totalement sécurisée et retourner au développement.
Nous restons à Gao, où le chef d'état-major des armées françaises était en visite de terrain en début de semaine. Il était venu saluer les forces présentes sur place pour le résultat satisfaisant dans la lutte contre le terrorisme. L'amiral Guillot était accompagné par les chefs d'état généraux des armées du Mali et du Niger, ainsi que l'adjoint au commandement des forces de la MISMA. Les précisions sur cette visite avec nos envoyés spéciaux à Gao, Daouda Sidiki Diarra et Massa Doumbia. Le travail bien fait doit être toujours admiré. Voilà pourquoi le chef d'état-major des armées françaises est venu manifester son soutien à tous les hommes engagés dans la lutte contre le terrorisme au Mali. L'amiral Guillot se fera le devoir de rendre compte au monde entier de la maîtrise de feu et du professionnalisme des soldats français, maliens, nigériens et tchadiens pendant les combats dans des conditions climatiques difficiles. Sachez-le. Ce que vous avez fait l'admiration du monde entier, au-delà du continent africain, au-delà du continent européen. Nos différents présidents sont régulièrement félicités par leurs homologues, y compris, par exemple, par le président des États-Unis d'Amérique, pour la qualité, la rapidité du travail qui montre un certain nombre de choses. Le chef d'état-major des armées françaises est accompagné par ses homologues du Mali, du Niger et par l'adjoint au commandant de la MISMA. Celui du Mali fonde l'espoir pour le reste des opérations avec la MISMA. On se donnera toujours la main pour achever ce problème qui est le terrorisme dans le nord du Mali et ensuite la libération totale des régions nord du Mali. Toutes mes félicitations et que Dieu vous protège et paix à l'âme de ceux qui ont disparu et bien de choses à toutes leurs familles. Pour le chef d'état-major général des armées du Niger, des résultats satisfaisants ont été enregistrés au cours de cette reconquête. Nous sommes venus à la demande d'un pays ami, d'un pays frère qui était dans des difficultés. Mais Dieu merci, depuis un certain temps, grâce à votre courage, votre détermination, les terroristes ont été chassés des grandes localités, des chefs-lieux de région. Maintenant, c'est la phase de stabilisation qui se poursuit. La phase de stabilisation du pays qui vient de commencer se fera avec la MISMA. Féliciter pour l'exemplarité de ce partenariat sur le terrain et je pense qu'avec la ferme volonté des uns et des autres, nous aurons raison des terroristes sur ce théâtre d'opération. Des agents roulants français engagés dans la sécurisation de la ville de Gao ont beaucoup impressionné certains visiteurs. Et sachez que le président du Niger était à Gao pour une visite de 2 heures. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le gouverneur de la région. Mahamadou Issoufou est venu saluer les efforts des forces engagées dans la lutte contre les terroristes au Mali. Il était accompagné par une forte délégation. Le président nigérien s'est réjoui de la situation sécuritaire actuelle de Gao et a souhaité que notre pays retrouve sa stabilité afin que les grands chantiers de développement puissent démarrer sur toute l'étendue du territoire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux à Gao, Daouda Sidiki Diarra et Massa Doumbia. En attendant, retour à Bamako avec les activités politiques du jour. La plateforme politique des partis unis pour la République PUR a décidé, comme en 2012, de soutenir la candidature de Ousseini Amion Guindo pour les prochaines élections présidentielles et législatives de juillet 2013. Les partis unis pour la République ont également réaffirmé leur adhésion à l'affiliation d'un fichier biométrique. Reportage de Mahamadou Doumbia. La plateforme politique des partis unis pour la République a décidé de présenter Ousseini Amion Guindo comme candidat à l'élection présidentielle de juillet 2013. La nouvelle a été donnée aux journalistes lors d'une conférence de presse organisée pour la circonstance. Les partis unis pour la République, ils ont décidé non seulement de continuer la politique qu'ils avaient déjà élaborée dans le cadre de leur plateforme de l'année dernière, mais aussi de soutenir haut et fort un seul et unique candidat parmi les 15 membres, l'honorable
Hussein Amion Guindo. Composé d'une quinzaine de partis politiques, l'ambition des Partis unis pour la République est de respecter une plateforme commune conforme à leurs aspirations, à savoir s'accorder aussi sur des listes communes pour des élections législatives et participer de manière concertée à la gestion de nos institutions de façon équitable, consensuelle et transparente dans l'intérêt de notre nation. Nous estimons que le peuple malien doit rester debout. Nous réaffirmons ici l'unicité du Mali. La résolution de l'ensemble des différends par le dialogue et la concertation. L'intégrité du territoire malien. La fraternité et le respect de l'autre. Les Partis unis pour la République confirment et réaffirment aussi leur adhésion à l'organisation des élections libres et transparentes fondées sur un fichier biométrique. Ils soutiennent toujours tout gouvernement et institution qui s'attaquent à la partition du pays. Déjà, des jeunes d'une association dénommée M13 ont décidé de soutenir les Partis unis pour la République pour les prochaines élections présidentielles et législatives. Conférence des cadres du Parti pour le développement économique et la solidarité, PDS. C'était ce matin ici à Bamako. Les cadres venus de Koulikoro, Kati et Bamako se réunissaient ainsi pour la première fois depuis les événements de 2012. Ils ont été soutenus par une forte délégation du Front uni pour le développement dont le PDS est membre. C'était pour parler des acquis du parti en vue de dégager les perspectives. Reportage de Adama Kodjo. Les cadres du Parti pour le développement économique et la solidarité veulent donner un nouveau souffle à leur formation politique. Une formation qui connaît un certain nombre de difficultés depuis les événements de mars 2012. Tous nos cadres sont relevés à chaque conseil de ministres. Bien qu'on ait cassé notre siège complètement, nous nous sommes fait le devoir de nous réunir tous les mois. Le PDS reconnaît qu'il y a eu des erreurs dans le passé concernant les accords de paix signés par le Mali. Cependant, le parti réaffirme son attachement à un Mali uni, solidaire et de justice. Nous sommes seuls aujourd'hui à porter le chapeau des différentes gestions passées. Et on a beaucoup de confusion qui se fait à ce niveau-là. Donc il est important que les cadres débattent de tous les problèmes du parti, puisque nous sommes quand même restés, par exemple, à l'Assemblée nationale, un groupe, le troisième groupe de l'Assemblée nationale. Nous assumons ce qui s'est passé, en bien comme en mal, parce que l'être humain n'est pas parfait. C'est lorsqu'on assume son bilan, dans ce qu'il a de positif et négatif, seuls ces hommes sont capables, donc demain, de corriger ce qu'ils reconnaissent comme faute, comme insuffisance. Le PDS compte aujourd'hui 15 députés, 45 maires et 865 conseillers. Selon les membres de la formation, le parti occupe la 3e place sur l'échiquier politique du pays. Auparavant, 1 minute de silence a été observée en la mémoire de toutes les victimes des événements survenus dans le pays. Demain, 7 avril, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la santé consacrée à l'hypertension, thème choisi par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Il faut savoir que dans le monde, un adulte sur 3 est hypertendu et généralement la proportion augmente avec l'âge. Écoutons tout de suite le message du ministre de la Santé, Soumana Makadji. Ses propos sont recueillis par Fatoumata Koni. Chers compatriotes, demain 7 avril 2013, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la santé. Cette journée est l'occasion d'attirer l'attention des populations sur un problème majeur de santé publique. Le thème retenu cette année par l'Organisation mondiale de la santé est l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle accroît fortement le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et d'insuffisance rénale. Mal traitée, elle peut provoquer la cécité et des complications dont l'insuffisance cardiaque, les troubles du rythme, les cardiopathies ischémiques, l'insuffisance rénale et les accidents vasculaires cérébraux. Le pronostic de ces complications est aggravé par la potentialisation des facteurs de risque cardiovasculaire supplémentaires comme le diabète. Dans le monde, un adulte sur 3 est hypertendu
et la proportion augmente avec l'âge, 10% entre 20 et 39 ans et 50% entre 50 et 59 ans. Chers compatriotes, au Mali, selon les données des rapports des hôpitaux, l'hypertension artérielle constitue le premier groupe de pathologies d'admission dans les services de cardiologie au Mali, avec une fréquence de 36%. Elle constitue l'affection cardiovasculaire la plus meurtrière, car elle est responsable de plus de la moitié des décès, 51,1%. Demain, 7 avril, c'est aussi la date anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Pour l'occasion, le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le docteur Luis Gomez Sambo, a adressé un message à la population sur l'hypertension artérielle. Je rappelle que c'est le thème choisi pour la journée de demain. Son message est lu ici par le docteur Ibrahima Socéfal, représentant résident de l'OMS au Mali. L'hypertension artérielle ou l'augmentation de la pression artérielle affecte déjà 1 milliard de personnes dans le monde. C'est aussi une source de préoccupation majeure dans la région africaine, où en l'an 2000, on estimait déjà que 80 millions d'adultes étaient touchés par cette maladie. En l'absence de prévention, quelques 150 millions de personnes présenteront une hypertension artérielle dans la région d'ici 2025. L'hypertension artérielle tue silencieusement et peut affecter n'importe qui. Souvent, la majorité des personnes touchées ne connaissent même pas la maladie, ni ses complications. Au fil du temps, l'hypertension artérielle peut se compliquer d'une attaque cardiaque, d'une insuffisance rénale, d'un accident vasculaire cérébral, décès prématuré et d'invalidité. L'hypertension grève lourdement les ressources financières de la majorité des personnes affectées, qui deviennent des malades chroniques ou finissent par décéder. Dans certains cas, les patients renoncent à solliciter des soins lors des premières manifestations de la maladie, du fait du coût du traitement. L'OMS profite donc de la journée mondiale de la santé consacrée à l'hypertension artérielle pour mettre en lumière un problème de santé mondiale. L'organisation a animé une conférence de presse sur le sujet, conférence suivie par Fatoumata Kone. Quelles sont les causes, les conséquences de l'hypertension artérielle et comment suivre son traitement quand on est hypertendu? Ce sont là la quintessence de cette conférence de presse. Conférence organisée par l'OMS pour célébrer la Journée mondiale de la santé. Le but, apporter des informations supplémentaires sur cette maladie. C'est une maladie qui touche les vaisseaux qu'on appelle artères et qui se caractérise par une élévation de la pression à l'intérieur de ces vaisseaux. Les chiffres, je vous les avais dit, c'est 140 pour le premier et 90 pour le second chiffre. Donc, une fois que une personne a des chiffres au-delà de 140 ou 90, on va dire que cette personne est hypertendue. Plus de 40% de la population sont hypertendus en Afrique de l'Ouest selon les statistiques. Ce chiffre peut augmenter d'ici 2025. Pourtant, selon les experts, on peut prévenir la maladie. Prévenir, c'est la vie de tous les jours, c'est d'apporter un changement à son quotidien. Donc ce que nous on appelle communément le régime hygiéno-diététique, de minimiser les apports en sel dans l'alimentation et minimiser les apports caloriques quand surtout on est en surpoids et apporter moins de graisse. Et surtout, pour ceux qui sont déjà dans une situation d'obésité ou de surpoids, de diminuer le poids et un exercice physique régulier d'au moins 30 à 40 minutes et ce 3 à 4 fois dans la semaine. Au cours de cette conférence de presse, les questions suivantes ont été abordées. La fiabilité des résultats liés à l'hypertension effectués dans les CESCOM, les risques d'hypertension pour une femme enceinte, la prise en charge des cas de complications et j'en passe. À toutes ces interrogations, le secrétaire général du ministère de la Santé dira qu'il faut tout simplement se dépister et encourager des comportements sains pour éviter l'hypertension artérielle.
Après la santé, parlons économie avec les activités de la 3e édition de la journée des banques et établissements financiers qui se sont poursuivis ce matin. Deux conférences de débat ont été animées, notamment sur les impacts de la crise socio-politico-sécuritaire sur les banques et le financement des entreprises. Y ont participé les professionnels du secteur, les opérateurs économiques et les étudiants, ainsi que notre reporter Bourama Traoré, dont voici le compte-rendu. Professionnels des banques, opérateurs économiques et étudiants, ensemble pour débattre de deux thèmes d'actualité, les impacts de la crise politico-sécuritaire sur les activités des banques et les paiements électroniques. Le premier a été développé par le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, Moussa Alassane Diallo, pour qui la double crise a mis à mal les systèmes bancaires du Mali. Dans les 3 régions du Nord, précisent les conférenciers, les banques ont perdu 18 milliards de francs CFA. Dont 4 milliards au titre des encaisses qui ont été emportées et 12 milliards au titre des encours de crédit compromis qu'il faut provisionner et enfin 2 milliards au titre des dégâts matériels. Au-delà de ces pertes, les conférenciers déplorent aujourd'hui l'absence des banques dans cette partie du pays et le manque de financement des activités. C'est pourquoi, a-t-il souligné, il urge de travailler sur le retour des banques de façon à permettre le décollage économique au niveau des régions du Nord. Pour ce faire, les professionnels du secteur posent des conditions. La sécurité et la paix, je pense que c'est le premier facteur qui va nous amener à retourner dans les 3 régions. Le deuxième facteur, c'est la réconciliation des esprits et des cœurs. Et enfin, le troisième facteur, c'est qu'il faut que les banques reconstruisent les agences qui ont été détruites de façon à permettre le redémarrage des activités. Le second thème a été développé par le directeur général de JIM UEMOA. Celui-ci a expliqué la monétique et ses avantages dans le développement de la croissance économique. Pour les conférenciers, plus l'argent circule, plus l'économie s'accroît. Puisque la croissance économique se mesure par la production de services. Et aujourd'hui, la monétique est dans le domaine des services financiers. Plus on produit des services financiers, plus on contribue à la croissance économique. Parmi les préoccupations soulevées par les participants, l'épineuse question de l'accueil des clients, les faibles dispositifs sécuritaires au niveau de certaines banques et le nombre limité de guichets automatiques, des préoccupations qui doivent être prises en compte pour faire du slogan « Les clients sont rois » une réalité. L'Ordre des ingénieurs conseils du Mali tient depuis ce matin sa 13e assemblée générale ordinaire. Les ingénieurs ont examiné et adopté les rapports d'activité et financiers de l'année écoulée et ont procédé au renouvellement du bureau du conseil. Reportage de Moussa Fani. Cette 13e assemblée générale ordinaire de l'Ordre des ingénieurs conseils du Mali est une occasion pour les participants d'examiner les rapports d'activité financiers de l'année écoulée. Il s'agit aussi de débattre de façon constructive des problèmes auxquels est confronté le Conseil. Les professionnels du secteur des bâtiments et travaux publics entendent relever les défis. Nous, ingénieurs conseils du Mali, nous sommes tenus de participer activement à la recherche de solutions pour la reconstruction du pays et pour sa marche en avant pour un développement durable. De ce fait, nous devons faire face à tous les défis liés à ces divers phénomènes. Le ministre de l'Équipement des Transports invite les ingénieurs à se regrouper pour être plus compétitifs. Votre ordre, j'allais dire notre ordre, c'est toujours caractérisé par une volonté ferme et affichée de promouvoir l'ingénierie et de faire face de manière engagée et efficace aux différents défis que notre pays doit relever dans le secteur des bâtiments, des travaux publics. Le ministère de l'Équipement et des Transports vous exhorte à vous regrouper pour constituer des entités plus fortes, plus viables et plus compétitives. Le renouvellement du bureau de conseil est prévu pour le samedi prochain. Le réseau Climat Mali veut prendre le taureau par les cornes en développant des stratégies de lutte contre les changements climatiques au Mali. Pour ce faire, il vient de lancer un nouveau projet, un projet dénommé Programme d'appui à l'adaptation au changement climatique qui financera pour 15 millions de francs CFA une dizaine d'initiatives. Les détails du programme avec Abdraman Maïga.
Le projet d'appui à l'adaptation au changement climatique est un programme initié par le réseau Climat Mali en partenariat avec Mali Force Center. Il a pour objectif de renforcer et d'étendre les acquis du programme d'appui aux initiatives du réseau Climat Mali pour l'adaptation au changement climatique. Il s'agit par le présent appel à projet d'offrir aux acteurs de la plateforme du réseau Climat Mali des opportunités de financement d'une dizaine de micro-projets au Mali, d'un coût de 150 millions de francs CFA, entièrement financés par le Royaume de Norvège. Chacun des 10 projets identifiés sera financé à hauteur de 15 millions de francs CFA. Il y a un comité ad hoc indépendant qui sera mis en place pour évaluer les projets des ONG qui vont postuler. Et maintenant, parmi ces ONG postulants, il y a 10 projets qui seront retenus. Et ces 10 projets vont bénéficier d'un financement. Ces micro-projets auront pour incidence d'accroître le niveau de vie des couches les plus pauvres et les plus vulnérables en zone sahélienne. En termes clairs, les initiatives qui seront identifiées appuieront les stratégies d'adaptation au changement climatique dans les secteurs de l'agriculture, de la gestion durable des ressources naturelles, de l'élevage et de la pêche. La recommandation du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement à l'endroit des membres du réseau climat serait effectivement de prendre en compte les documents de gouvernance qui sont déjà élaborés. 149 actions sont là. C'est des actions qui sont identifiées de façon scientifique, de façon systématique, avec la participation de toutes les catégories d'acteurs. Donc il serait très important, dans le cadre de vos choix, de tenir compte de ces actions-là. Il est à noter que le présent appel à projet fait suite aux conséquences occasionnées par les changements climatiques. Changement qui affecte dangereusement l'existence de l'être humain et handicape tout processus de développement amorcé, avec en toile de fond la baisse de la production et de la productivité agricole dans les pays du Sahel. L'ambassade du Venezuela à Bamako vient d'organiser une séance de prière pour le repos de l'âme d'Hugo Chavez. Le reportage est de Mamourou Sidibé. Quelques personnalités et amis du Venezuela ont accompagné ce vendredi à la cathédrale de Bamako le personnel de l'ambassade du Venezuela au Mali pour la prière en la mémoire du défunt président. Cette prière dirigée par Monseigneur Jean Zerbo s'est déroulée le 30e jour après la disparition de celui qui a marqué la révolution bolivarienne. Antes que todo religiosa. Cette activité est fondamentalement religieuse, mais en réalité, elle montre l'affection que tout le peuple vénézuélien a pour le commandant et que c'est une activité qui, 30 jours après le décès, ça a été organisé. Après la prière, Monseigneur s'est adressé aux jeunes de l'école bolivarienne Simon Rodrigue. Imiter et mériter le président Hugo Chavez, leur a-t-il lancé. La mort du président Hugo Rafael Chavez Fria, nous le savons, est une grande perte pour le Mali. Dans le cadre du raffermissement des liens d'amitié avec le peuple malien, il a construit gratuitement 100 logements sociaux à Tabakoro, 15 salles de classe équipées avec direction et un complexe sportif équipé. Bien après la mort du 52e président de la République du Venezuela, existeront des petits Hugo Chavez qui vont défendre son idéologie. Paix à son âme. En première région, 15 millions de francs CFA ont été remis par les établissements Abdoulaye Niang aux victimes de l'incendie du grand marché de Caille. Cette contribution devrait leur permettre de reprendre leurs activités. La cérémonie de remise s'est déroulée aujourd'hui même à la Chambre de commerce et d'industrie de Caille. Reportage de Jafar Aïdara. Cette donation de 15 millions de francs CFA par les établissements Abdoulaye Niang prouve que la solidarité en faveur des victimes de l'incendie du grand marché de Caille-Sakwa. Ainsi, 10 millions sont répartis entre 33 commerçants ressortissants de Nioro du Sahel et 5 millions mis à la disposition du comité de crise. On ne peut pas rester indifférent face à ce genre de tragédie. Donc, cette modeste somme, je pense que servira à faire oublier les victimes de ces difficultés. Selon les bénéficiaires, cette contribution leur permettra de démarrer leurs activités commerciales et subvenir à leurs besoins quotidiens. Je remercie beaucoup le généreux donateur Abdoulaye Niang qui n'a pas attendu, qui a voulu vraiment aider les gens qui sont sinistrés. Je le remercie beaucoup. Je rendrai compte à qui des droits et reconnaissez que c'est un geste
très très fort. Cet acte hautement symbolique des établissements Abdoulaye Niang doit être suivi par d'autres pour que ces milliers de sinistrés de l'incendie qui a ravagé tout sur son passage puissent se récupérer et commencer à travailler pour le mieux de notre pays. En 4e région, les élus de la région de Ségou donc se concertent à 100. La rencontre vise à harmoniser les points de vue sur les axes prioritaires du développement de la région. La rencontre a regroupé les responsables du conseil régional et ceux des conseils des cercles de Ségou. Condé Silla nous en dit plus. Les assises de 100 visent à créer un cadre d'échange entre le conseil régional et ceux des cercles autour d'une vision commune, celle du développement de la région. Cette vision ambitionne de faire de Ségou à l'horizon 2015 la capitale économique du Mali. Il ressort une insuffisance de communication qui souvent peut entraver les relations de bonne collaboration entre le conseil régional et les conseils des cercles au niveau de la région de Ségou. Pour faire face à cette situation, il a été jugé opportun de mettre en place un cadre de dialogue et d'échange en vue de favoriser une meilleure collaboration. Aussi, les responsables des collectivités mettront à profit ce cadre pour faire un large tour d'horizon sur la mise en œuvre du développement économique et régional, le bilan et programmation des activités dans les cercles, mais également identifieront les synergies nécessaires quant à la mise en valeur efficiente des différents programmes de développement. Il est important qu'il y ait un dialogue entre les différents niveaux de collectivités pour savoir qui est responsable de la mise en œuvre de quel niveau d'activité. Et cela ne peut pas se faire sans une concertation, sans un échange. Pour le préfet adjoint de 100, cette rencontre témoigne de l'engagement des élus de Ségou à œuvrer ensemble autour des défis majeurs. Aussi, Mohamed Al-Hanafi Maïga a invité les participants à des débats constructifs, cela à travers des recommandations et suggestions qui permettront de consolider les acquis et la performance des collectivités régions et cercles de Ségou. Littérature dans ce journal avec le lancement hier au CICB du livre Islam et démocratie de Bandiougou Gakou, né en 1946, détenteur d'un double doctorat en sciences économiques et en économie des pays en développement. Ancien ambassadeur du Mali en Iran, Bandiougou Gakou s'est inspiré des récents événements vécus par le Mali. C'est le ministre de la Culture qui a présidé la cérémonie. Garibou Pérou nous présente le livre. Islam et démocratie, c'est l'intitulé du livre dont l'auteur s'appelle Bandiougou Gakou. Cet ouvrage en 239 pages montre les fondements de l'islam, ses principes de gestion du pouvoir et la conquête de celui-ci tel recommandé par le Saint-Coran. L'auteur aborde ce sujet polémique et complexe avec une certaine aisance qui démontre sa parfaite connaissance du Coran et de la culture arabe. Nous ne savions pas que l'intervention de François Hollande aurait eu lieu. J'ai écrit ce livre pour combattre les djihadistes à partir des idées. Cette œuvre de confrontation entre islam et démocratie est la manière la plus directe pour Bandiougou Gakou, docteur en sciences économiques et aussi auteur de l'inflation malienne, pour comprendre les récents événements que notre pays a vécu. Vous savez que l'islam comporte actuellement 73 sectes. Alors, c'est un tour de force pour M. Bandiougou Gakou de vouloir nous faire un résumé, une synthèse de la situation qui existe aujourd'hui. L'auteur du présent ouvrage se propose de dissiper la nébuleuse qui est savamment entretenue autour de l'islam. Cette confrontation des thèses contradictoires, voire antagonistes, procède d'un enjeu qui dépasse le Mali. Une grande partie de cette œuvre est consacrée à la sacralité des droits de la minorité, à l'inexistence de la lapidation à l'islam et la place de la femme dans la prise de décision. Ces vérités montrent une fois de plus que l'islam n'a jamais été un obstacle mais plutôt une solution sociale. Préfacée par Ahmed Mohamed Ag Amani, président du Conseil national des Chourfa, cette œuvre, selon les invités, est un outil important pour la stabilité de notre démocratie. Islam et démocratie de Bandiougou Gakou à avoir dans votre bibliothèque. De la littérature, nous passons au sport avec la victoire du Stade malien de Bamako cet après-midi sur le Casa Sport du Sénégal. 2-0. C'est le score qui permet aux Blancs de Bamako d'accéder au 8e de finale. Le résumé du match avec Abdul Karim Kaba. Après l'exploit obtenu à Dakar, 2-1 il y a 2 semaines, le Stade malien de Bamako se devait de confirmer cette avance à domicile devant ses supporters.
C'est pourquoi les joueurs sont montés sur le terrain avec détermination et engagement. 14e minute, faute sur Abdoulaye Sissoko, alors que tout le stade croyait à un penalty. L'arbitre camerounais en a décidé autrement. 25e minute, sur un bon centre d'Abdoulaye Sissoko, 2 joueurs des Blancs se gênent dans la surface. Confiants, les stadistes continuent leur domination. 27e minute, sauvetage in extremis du capitaine du Casa Sport, Mamadeng Kedira, sur la ligne. 1 minute après, c'est le portier Papa Magats qui capte la frappe de Mamadou Koulibaly. Après toutes ces actions, la délivrance de tous les stades intervient à la 31e minute. À la suite d'une bonne combinaison, Mori Magan Koïta conclut pour le stade malien de Bamako. 1-0 pour les Blancs, c'est d'ailleurs le résultat à la pause. En seconde période, devant la marée blanche, le stade malien de Bamako accentue sa pression. Dans les camps adverses, les Sénégalais ouvrent le jeu et initient des actions offensives sans aucun effet. 65e, sur un corner de Mori Magan Koïta, de la tête, Abdoulaye Sissoko met le ballon au fond des filets du Casa Sport. Deuxième but du stade malien de Bamako. Avec l'entrée de Lamine Diawara et Ibrahima Silla, la pression augmente dans le camp du Casa Sport. Les derniers ratent de peu une belle passe d'Issaka Ksamaki. À la 86e minute, plus aucun autre but ne sera marqué. Avec cette victoire de 2-0, le stade malien de Bamako se qualifie pour le tour suivant des éliminatoires de la Ligue des champions d'Afrique. En Coupe de la Confédération, l'Union sportive de Bougouni s'est inclinée 2-0 devant Recreativo d'Angola. Déjà, la cause était perdue puisqu'à l'aller, les Angolais avaient gagné par 4-0. Élimination donc de l'Union sportive de Bougouni, détentrice de la Coupe du Mali, 52e édition. Ligue africaine des champions toujours avec les 16e de finale retour. Le stade malien s'est qualifié. Demain dimanche, ce sera au tour du Djoliba AC de recevoir au stade Modibo Keïta les Éthiopiens de Saint-Georges. Les Rouges ont un retard de 2 buts à remonter. La mission s'annonce difficile, mais l'espoir reste dans le camp du Djoliba. Notre reporter Siragato Sissé a suivi l'équipe pour nous. Marquer 2 buts ou plus sans en encaisser. Voilà l'équation à résoudre par le Djoliba AC ce dimanche au stade Modibo Keïta en 16e de finale retour de la Ligue africaine des champions. Un tel retournement de situation, les Rouges l'ont vécu avec beaucoup d'émotion par le passé. En 2009, tour de cadrage et retour coupe la Confédération et 2012, demi-finale retour de cette même épreuve, le Djoliba avait remis les pendules à l'heure, respectivement face aux Algériens de l'Entente sportive de Sétif et aux Soudanais d'Al-Hilal. Cette fois, c'est en Ligue des champions. Une autre compétition, une autre réalité, un autre défi, un autre rêve pour les partenaires de Janvier Abouta. L'équipe de Saint-Georges d'Éthiopie va-t-elle subir les foudres du Djoliba? Le Djoliba quand même est un grand d'Afrique qui est habitué à ce genre de situation. On a quand même un objectif qui est de jouer la Ligue des champions cette année. Et ça passe par l'élimination des Éthiopiens. Les leçons du match aller à Addis Abeba ont été tirées au clair malgré les conditions de jeu climatiques défavorables aux Rouges. La remontée du Djoliba en championnat national de Ligue 1 rassure. 4e, 31 points. Soudé à bloc, le Djoliba est décidé à jouer un sale tour à Saint-Georges d'Éthiopie, victorieux sur lui 2-0. On va jouer jusqu'au bout, j'espère que la qualification sera au bout, Inch'Allah. Vu le match qu'on a livré là-bas et vu l'état d'esprit, je pense que ce serait le cas, Inch'Allah. Dimanche, l'entraîneur Alou Badara Diallo Conti vivra son 35e match officiel de Coupe d'Afrique des clubs sur le banc avec 2 formations différentes. Le club olympique de Bamako COB et le Djoliba AC. L'avenir du Djoliba AC sur l'échiquier continental passe forcément par ce match contre Saint-Georges d'Éthiopie. Faux pas interdit aux Rouges. Au Djoliba, les prières se dirigent vers 2 choses. Atteindre tout d'abord les 8e de finale et ensuite participer à la phase de poule de la Ligue des champions. Voilà, bonne chance au Djoliba pour demain.
Je reviens sur ce communiqué. Le gouvernement du Mali porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que des affrontements ont opposé le 4 avril 2013 diverses tendances de la police nationale dans l'enceinte du groupement mobile de sécurité GMS. Ces affrontements à répétition ont perturbé la quiétude des populations. Afin de rétablir l'ordre sur instruction du Premier ministre, un détachement des forces armées et de sécurité a été dépêché sur les lieux tôt ce samedi matin pour désarmer les factions rivales. L'opération s'est soldée par un soldat tué, un policier blessé, 16 policiers interpellés, des armes et des munitions saisies. Une enquête est ouverte. À présent, le calme règne au groupement mobile de sécurité. Le gouvernement présente ses condoléances à la famille du disparu.